Voilà, alors on va continuer ce balayage rapide d'un certain nombre de sujets qui ont une importance particulière dans un projet comme celui-là. Alors, on va parler rapidement des banques. Donc, ce qu'il faut retenir des banques américaines, c'est qu'il y a des très grosses différences par rapport à ce que vous connaissez en Europe, euh, en positif, en négatif. Euh, Vous verrez que le contact avec les banques ici, à la fois la technologie qu'ils emploient, c'est relativement archaïque. Les banques américaines sont archaïques. Voilà, il faut avoir compris ça. Et puis, c'est des banques qui font du business, donc tout est payant. Euh, donc, il y a des astuces pour avoir des services qui soient moins payants que d'autres. Euh, Bon, ils sont très enclins à prendre des tas de frais tout le temps. Si vous oubliez de payer votre carte de crédit à 24 heures près, vous avez des frais qui sont importants. Enfin, voilà. Donc, il faut savoir ça. C'est une différence par rapport à ce que l'on connaît quand même généralement en Europe. Alors aussi autre chose, c'est que et on comprend aussi à ce moment-là autre chose de fondamental aux États-Unis, c'est que les États-Unis euh, c'est une fédération d'États et beaucoup de choses aux États-Unis sont liées à l'État dans lequel vous résidez. C'est le cas des banques et curieusement, même les grandes banques américaines ne sont pas présentes forcément dans les 50 États des États-Unis. Je vais prendre un exemple. Une des grandes banques qui s'appelle Chase aux États-Unis n'est pas présente en Caroline du Nord, par exemple. Voilà. Donc, on peut trouver ces exemples partout. Donc, en fonction de là où on est, les conditions ne sont pas les mêmes. Euh, une grande partie du business américain est liée à l'état dans lequel ça se passe. Alors, on parlait de fiscalité à l'instant, évidemment, pour la fiscalité, là, c'est encore plus évident. Les choses sont complètement différentes d'un État à l'autre, que ce soit pour la fiscalité personnelle, la fiscalité d'entreprise et l'équivalent de la TVA qui s'appelle la sales tax, etc. Voilà. Euh, Autre chose très importante par rapport aux banques, les banques vous considèrent en tant que client à travers un outil qui s'appelle le Credit History, qui leur permet grosso modo d'évaluer votre fiabilité en tant que client ou votre valeur aux yeux de la banque. C'est une autre façon de voir les choses. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un fichier gigantesque qui regroupe quasiment tous les Américains par leur numéro de Social Security, donc on y revient, euh, et qui garde la trace, l'histoire de tout ce que vous avez fait qui ont un rapport avec les paiements. Donc, si vous êtes un mauvais payeur pour rembourser des prêts, si vous payez certaines de vos factures en retard tout le temps, si vous avez un prêt important sur une maison qu'au contraire vous payez bien, si vous avez un prêt sur une voiture, etc. Tout rentre en compte pour évaluer en fait votre qualité en tant qu'emprunteur. Ça se traduit par exemple, une note chiffrée, mais pas que ça. Les banques regardent aussi qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur avant de vous donner des facilités. Donc, si vous demandez une lease sur une voiture, si vous demandez, si vous voulez investir dans une maison et que vous voulez un crédit, ben, là, effectivement, ça sera absolument très important pour vous. À la fois la durée, donc l'histoire, ça remonte à quand, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Et puis le contenu. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose sur les banques. Les États-Unis imposent de manière très fine leurs lois au monde. On voit de différentes manières. En ce qui concerne les banques, en fait, une refonte de ce qu'on appelle la loi de FATCA en 2011 qui oblige et qui a revu en fait les principes de déclaration des comptes bancaires à l'étranger.
vous devez savoir en fait partout dans le monde, en fait, dans les pays avec des fiscalités modernes, en Europe, aux États-Unis, vous êtes tenu de déclarer à l'administration fiscale locale les comptes bancaires que vous détenez dans un pays étranger lorsque la somme de ces comptes bancaires dépasse un certain montant, 10 000 $ pour les États-Unis. Eh bien, il faut pouvoir se préparer à ça et éventuellement revoir avant le départ en fait comment on organise en fait ces comptes bancaires. Parfois en fait il n'est pas nécessaire de garder certains comptes d'épargne avec quelques centaines de dollars ou centaines d'équivalents dollars parce que ce sera plus pénible par la suite de maintenir administrativement en fait ces comptes à la fois dans le pays d'origine, mais aussi les déclarer aux États-Unis. Donc, et parfois, en fait, tant au moment du départ, pardon, d'aller faire un nettoyage de ces comptes. Deuxième aspect, en fait, c'est sur les produits financiers en fait qui sont logés dans ces comptes. Il donne lieu à une fiscalité qui peut être complètement différente en fait que celle du pays de départ. Je pense par exemple à l'assurance vie. L'assurance vie en France pour un résident fiscal français est exonérée au bout d'un certain nombre d'années, d'une certaine manière. Eh bien aux États-Unis en fait ces produits sont moins considérés comme de l'assurance vie, mais considérés comme un autre type de produits financiers et qui sont soumis à une fiscalité différente. Une fiscalité en fait qu'on ne maîtrise pas en fait. Les conséquences fiscales des gains perçus sur ces produits peuvent être lourdes au bout du compte. Les comptes bancaires à l'étranger, en fait, ça commence tout simplement par un schedule qu'on appelle le schedule B dans la déclaration d'impôt personnel des résidents fiscaux américains. Et en bas de page, en fait, il y a une petite question qui vous demande en fait si vous disposez de comptes bancaires à l'étranger. En fait, en clair, si les intérêts que vous avez perçus sur un compte en fait sont logés dans un compte bancaire détenu à l'étranger. Eh bien, cette petite case en fait va générer tout un tas de reporting et de déclarations aux États-Unis qu'il ne faut pas négliger parce que les pénalités, et là pour le coup je parle de pénalités, peuvent être importantes jusqu'à aller devant les cours de justice fiscale. Et plus loin si les fraudes sont avérées. Donc je vous recommande en fait de vous pencher et de regarder ce problème de près avant de partir et ensuite en fait. Alors j'en profite aussi pour rappeler aussi quelque chose qui n'est pas clair chez certains. La question d'immigration et la question fiscale ne sont absolument pas liées. C'est-à-dire qu'on peut très bien être non résident américain au sens de l'immigration, parce qu'en fait, on n'est pas considéré comme résident permanent. C'est le cas de beaucoup de visas, où vous êtes considéré comme résident temporaire aux États-Unis, mais ça n'a rien à voir avec la résidence fiscale. Si vous vivez aux États-Unis, vous êtes fiscalement résident aux États-Unis. Donc, et qu'il n'y ait pas de confusion entre, oui, j'ai pas de green card, donc je suis pas résident permanent, donc je suis pas résident fiscal américain, certainement pas. Vous êtes résident fiscal américain, il y a un certain nombre de tests pour voir si vous êtes résident fiscal américain, mais beaucoup de gens sous visa de travail temporaire sont évidemment résidents américains.